3 milliards de dollars. C'est ce que notre pays dépense chaque année pour acheter à l'étranger le riz, la farine, l'huile et le poulet que ses propres sols pourraient produire. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à nos concitoyens de l'intérieur du pays, dans les villes comme dans les territoires. Et bonsoir à celles et ceux qui nous suivent depuis l'étranger et qui, chaque fois qu'ils envoient de quoi tenir un mois à une famille restée ici, participent eux aussi, par la force des choses, au règlement de cette facture. Ce soir, une seule question traverse ce journal, et elle ne concerne pas un camp politique. Elle concerne l'argent public et sa trace. Entre le moment où l'État annonce et le moment où l'État exécute, qui tient le registre? Le chef de l'État a demandé hier qu'on lui dresse la liste complète des projets agricoles exécutés dans ce pays. Cette liste n'existe pas. La Cour constitutionnelle a rendu un arrêt que 13 réserves rendent inapplicable en l'état. Et personne ne dit aujourd'hui qui doit corriger quoi. La Commission nationale des droits de l'homme annonce un rapport sur les territoires occupés, au moment précis où elle déclare son propre statut international menacé. Et à New York, notre pays a rendu le marteau du Conseil de sécurité après avoir présidé un vote dont le résultat devait rester secret et qui n'a pas tenu 1 heure. Un État qui réclame l'inventaire de ce qu'il finance reconnaît quelque chose. Reste à savoir quoi. Le Conseil des ministres s'est tenu hier. C'était le 95e. Il a duré 2h47 et il a abordé une vingtaine de sujets, du numérique à la restructuration de la SNEL. Nous en retenons un seul ce soir. Nous le retenons parce qu'il nous a paru le plus important pour la nation et parce qu'il dit une chose que les autres points ne disent pas. Solange, ce dossier est le tien. Merci Ilunga et bonsoir à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Vendredi 31 juillet 2026, site agropastoral de Kanyama-Kasese dans le Haut-Lomami. C'est là et non à Kinshasa que Félix Tshisekedi a présidé ce Conseil des ministres. Il y a donné une instruction précise, rapportée par Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias. Élaborer dans les meilleurs délais un répertoire exhaustif de tous les projets agricoles exécutés sur l'ensemble du territoire national. La coordination revient à la première ministre Judith Suminwa Tuluka et au ministre d'État Mwindo Nzangi. Le répertoire doit être assorti d'un dispositif de suivi et d'évaluation comprenant le contrôle régulier de l'exécution physique et financière des projets, des missions périodiques de vérification sur le terrain, des indicateurs fiables de performance et un mécanisme d'alerte précoce en cas de difficulté. Parmi les buts assignés à ce dispositif figure celui d'éviter les duplications, c'est-à-dire de cesser de financer 2 fois la même chose. Le motif est donné par le chef de l'État lui-même. Il ne saurait exister de décalage entre les ressources mobilisées et les résultats observés sur le terrain. Lisez cette phrase 2 fois. Elle signifie qu'un État congolais engage aujourd'hui de l'argent public dans l'agriculture sans disposer de la liste des projets qu'il finance. Ce vide n'est pas né cette année et il ne s'impute pas à un gouvernement en particulier. Il s'est creusé sur plus de 6 décennies, à travers tous les régimes qui se sont succédés à la tête du pays. L'agriculture pesait autour de 40% de la richesse nationale en 1960. Les exportations agricoles étaient tombées à environ 10% du produit intérieur brut en 2006. Le cacao, le café, l'huile de palme, qui rapportaient des devises, se sont effondrés les uns après les autres. Et personne n'a jamais publié le compte de ce qui a été dépensé pour tenter de les relever. Aujourd'hui, la Food and Agriculture Organization crédite notre pays de 80 millions d'hectares de terres arables et de 4 millions d'hectares irrigables. La part réellement cultivée oscille, selon les sources, entre 1 et 10%. Le produit intérieur brut agricole par habitant est estimé par le ministère de l'Agriculture autour de $120. Il est de $400 en Ouganda, de 350 en Zambie, de 320 au Rwanda. Chaque Congolais produit environ 300 kg de nourriture par an, un Ougandais en produit 700. Vient alors le discours officiel, et il faut le citer précisément. Le 28 août 2025, à Menkao, lors du lancement de la campagne agricole,
le ministre d'État Mwindo Nzangi se félicitait publiquement que le gouvernement ait affecté 10% du budget national au secteur agricole. Ce qui correspond, disait-il, à l'engagement de Maputo. L'arithmétique budgétaire donne autre chose. Dans le projet de loi de finances 2026, les dépenses d'investissement du secteur agricole représentent 1,97% du budget général, soit environ 1058 milliards de francs congolais sur un budget total de 54 335 milliards, un peu plus de 22 milliards de dollars. La revue diagnostique des dépenses publiques de la Banque mondiale situe l'ensemble des dépenses publiques agricoles et rurales autour de 5,9%. Nous disons ce que nous savons et rien de plus. Aucune des mesures publiques disponibles n'atteint le seuil annoncé à Menkau, et nous n'avons trouvé aucun document rendu public qui le documente. Il y a autre chose, et c'est un rendez-vous manqué. Le 27 mars de cette année, à Bandundu, en Conseil des ministres, la première ministre Judith Suminwa Tuluka avait exigé une feuille de route agricole réaliste, accompagnée des ressources nécessaires pour la mi-mai, en vue d'un lancement effectif du programme en juin 2026. Nous sommes le 1er août. Aucune publication de cette feuille de route n'a été portée à notre connaissance, et son absence n'a fait l'objet d'aucune explication publique. Ce silence-là est une information, et vous avez le droit de l'interpréter. Il existe, au sud de notre frontière, un pays qui a fait ce choix et qui en publie les comptes. L'Angola couvre un peu plus de la moitié de notre superficie. En mai dernier, à Nairobi, en marge d'un forum économique, le ministre d'État angolais à la coordination économique, José de Lima Massano, a indiqué que la part de l'agriculture dans la production nationale de son pays était passée de 13,6% en 2015 à 25,4% en 2025, celle du pétrole tournant autour de 15% pour une récolte dépassant 30 millions de tonnes sur la campagne 2024-2025. Nous ne reprenons pas ce chiffre sans le confronter. L'Institut national de la statistique angolais, en juin, situe l'agriculture plus bas, autour de 20%. Le Fonds monétaire international, dans sa consultation conclue en mai, maintient le pétrole à environ 94% des exportations angolaises et 60% des recettes fiscales. Écrire que l'agriculture y aurait détrôné le pétrole serait faux, et Massano lui-même reconnaît que ce sont les hydrocarbures qui rapportent les devises. Ce qui est exact et qui suffit largement, c'est que le poids de la terre dans la production d'un pays 2 fois plus petit que le nôtre a doublé en 10 ans, et que son budget 2026 prévoit pour la première fois de son histoire des recettes hors pétrole supérieures aux recettes pétrolières. Aucun de ces résultats n'est sorti d'un communiqué. Ils sont sortis d'une décision budgétaire tenue pendant une décennie, dans un pays qui, comme le nôtre, a longtemps cru que sa richesse était sous ses pieds. Et c'est cela qui manque ici. Un répertoire de projets, si utile soit-il, ne comblera pas ce vide. Ce qui le comblera, c'est le jour où l'agriculture, la pêche et l'élevage seront traités comme une part sérieuse de l'économie nationale, et non comme le supplément d'âme d'un pays minier. Le même Conseil des ministres d'hier a adopté un second point agricole. Le ministre d'État a présenté le programme national de substitution des importations. Son objectif général, tel qu'il figure au compte-rendu, est d'assurer la fourniture locale de 100% des produits composant les colis de fin d'année destinés aux agents et fonctionnaires de l'État. Les moyens annoncés sont la structuration des filières haricots et riz autour d'agrégateurs, le renforcement de la filière avicole, le développement de la pisciculture locale pour diversifier les colis à partir de 2027, un label national assorti d'un code QR pour la traçabilité et un mécanisme de préfinancement sécurisé. Un pays qui achète pour 3 milliards de dollars de nourriture par an à l'étranger fixe à son programme national de substitution des importations la cible des colis de fin d'année de ses fonctionnaires, mais ne cible pas la nation tout entière. Pour les foyers, l'affaire n'est pas abstraite. Quand le riz, la farine et le poulet arrivent par le port, leur prix ne dépend plus d'une récolte, mais d'un taux de change, d'un fret et d'une file d'attente à Matadi. Chaque dollar d'importation alimentaire est un salaire versé ailleurs, un emploi créé ailleurs, une devise sortie. Et si demain, une crise géopolitique ou une fermeture de corridor interrompait ces flux, ce ne sont pas les entrepôts qui manqueraient d'abord,
Ce sont les marchés de Kinshasa, de Mbuji-Mayi, de Kananga et des autres villes. Le gouvernement a raison sur un point, et il n'est pas mince. Aucun dispositif de suivi et d'évaluation des projets agricoles n'existait, et c'est le chef de l'État lui-même qui le nomme publiquement dans un compte-rendu de Conseil des ministres. Le diagnostic est exact. Reste l'ordonnance. Qui tiendra ce registre? Avec quel personnel? Sur quelle ligne budgétaire? Et sous quel délai de remise? Le compte-rendu dit « dans les meilleurs délais ». Il ne dit ni la date, ni le budget, ni l'autorité qui en répondra. On sait au gramme près ce que notre sous-sol exporte. On ne sait pas, projet par projet, ce que notre sol reçoit. L'un se compte parce qu'il rapporte des devises et parce qu'il s'épuise. L'autre nourrit et revient chaque saison. Et son ministère n'a jamais été tenu au même rang que celui des mines. Merci Solange. Ce qu'un État ne compte pas, il ne peut pas le piloter. Et une dépense sans trace est une politique qui avance à l'aveugle. Il existe ce soir dans ce pays un autre texte dont personne ne sait exactement qui doit le reprendre. Celui-là ne touche pas aux semences. Il touche à la loi fondamentale. 4 jours après l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur la loi organisant le référendum, la question qui monte n'est plus celle du sens de la décision, c'est celle de son exécution matérielle. Le 28 juillet, la Cour constitutionnelle a déclaré conforme à la Constitution la loi portant organisation du référendum, saisie par le président de la République le 29 juin au titre de l'article 160 alinéa 3, qui organise le contrôle avant promulgation. Cette conformité est assortie de réserves d'interprétation portant sur 13 articles, sur les 43 que compte le texte. Ce n'est pas une validation sèche et ce n'est pas une censure. C'est précisément cette zone grise qu'attaque Maître Armand Lokeka, coordonnateur national du Courant pour le salut du peuple congolais, dans une émission diffusée cette semaine. Sa critique n'est pas politique, elle est procédurale et elle porte sur 3 points que les lectures juridiques déjà entendues n'avaient apposés dans ces termes. Premier point, il soutient que la Cour n'a pas qualifié la nature juridique de la loi qui lui était soumise, acte législatif ou acte politique, et que cette omission fragilise l'ensemble du raisonnement. Deuxième point, il relève une contradiction entre le corps de l'arrêt et son dispositif. Selon lui, la Cour affirme une souveraineté populaire que rien ne peut limiter, puis fixe elle-même des seuils de signature pour la saisir et pour contester un référendum. Or, dit-il, le droit de contester ne se calcule pas en échantillon, il se calcule en préjudice. Il ajoute que la souveraineté nationale est toujours bornée par la souveraineté légale, c'est-à-dire par les limites que le peuple s'impose à lui-même dans son propre texte, et il cite l'article 220, qui soustrait à toute révision la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire et le pluralisme politique et syndical. Nous précisons ici que les seuils chiffrés qu'il avance circulent en 3 versions différentes selon les transcriptions disponibles. Tant que le texte publié de l'arrêt n'est pas entre nos mains, nous ne donnons aucun de ces chiffres à l'antenne. Troisième point, et c'est le plus concret. Une cour saisie d'un contrôle de constitutionnalité, affirme-t-il, répond conforme ou non conforme. Elle ne rédige pas. En assortissant sa décision de réserve accompagnée de formulations, elle se comporterait comme une 3e chambre du Parlement. Il en tire une conséquence pratique. Le texte devrait retourner aux assemblées qui l'ont voté, et le chef de l'État, qui dispose de 15 jours pour promulguer, ne peut pas corriger lui-même une loi dont il n'est pas l'auteur. Il rappelle enfin qu'aucune voie de recours n'existe contre un arrêt de la Cour, et que cette même Cour s'est déjà déjugée par le passé sur une seule procédure. Ce que ni la Cour constitutionnelle, ni la présidence de la République n'ont indiqué publiquement à ce jour, c'est comment ces réserves seront intégrées et si le texte repart ou non au Parlement. Aucune de ces 2 institutions n'a communiqué sur ce point. Nous le notons comme un fait. La tentation de retoucher le texte fondamental n'est pas neuve dans notre histoire institutionnelle, et elle a traversé les régimes successifs sous des habillages différents. Dans le même temps, la bataille des arguments continue, et elle s'est déplacée hier sur un terrain inattendu. Dans une tribune transmise le 31 juillet, le professeur Jean-Claude Matoumweni Makwala
répond à Lambert Mende, ancien ministre de la Communication et des Médias, cadre de l'Union sacrée de la Nation, qui justifiait un éventuel troisième mandat par l'exemple de Franklin Delano Roosevelt, 32e président américain, en fonction de 1933 à 1945. Matumweni oppose 3 objections. D'abord, aucune limite constitutionnelle de mandat n'existait alors aux États-Unis, seulement une coutume ouverte par George Washington. La limite des 2 mandats a été proposée par le Congrès le 21 mars 1947 et n'est entrée en vigueur par ratification que le 27 février 1951. La Tribune retient la seule date de 1947. Nous donnons les 2 parce que la correction ne fragilise pas sa démonstration, elle la renforce. Ensuite, la guerre n'explique pas la réélection. Roosevelt a été réélu le 5 novembre 1940, quand Pearl Harbor date du 7 décembre 1941 et la déclaration de guerre au Japon du lendemain, 8 décembre 1941. Enfin, il attribue la popularité de Roosevelt au New Deal, lancé en 1933, qui a ramené le chômage d'environ 25 à 17% avant-guerre, et aux 30 causeries radiophoniques prononcées entre 1933 et 1944. Sur le terrain politique, Hervé Diakiese, porte-parole d'Ensemble pour la République, le parti de Moïse Katumbi, qualifie l'arrêt de décision politique et la cour d'acquise au pouvoir. Ce sont des mots de camp, nous les rapportons comme tels. Le fait, lui, est daté. La coalition Article 64 a fixé sa prochaine manifestation à partir du 15 août, après 2 reports, celui du 8 puis celui du 22 juillet. Hervé déclare avoir été personnellement opposé au report tout en s'inclinant devant la décision collective. Il annonce par ailleurs avoir saisi, avec l'avocat bruxellois Bernard Minguin, le procureur de la Cour pénale internationale. À ce stade, il s'agit d'une déclaration d'avocat. Aucun acte de procédure publique n'en atteste. Il confirme enfin la démission de Sona Kamitatou, sénatrice honoraire, adressée le 29 juillet à Moïse Katumbi, qui invoque un environnement de parti n'offrant plus le cadre de ses valeurs. Une phrase de cet entretien mérite d'être entendue au-delà du camp qui la prononce. Expliquant que l'article 64 fonde le devoir de faire échec à quiconque exerce le pouvoir en dehors de la Constitution, Hervé Diakiese ajoute que c'est aussi sur cet article que se fondent aujourd'hui des rébellions armées pour s'opposer militairement au chef de l'État. Le constat vient d'un porte-parole d'opposition non armé. Il n'est démenti par personne. Et il dit tout de la lame à double tranchant qu'est devenue cette disposition. La technique de la réserve d'interprétation existe en droit constitutionnel comparé. Et une cour qui assortit sa validation d'autant de réserves n'a pas validé sans condition. Le délai de promulgation, lui, court depuis le 28 juillet. À son terme, on saura si ce texte revient devant le Parlement, s'il est promulgué en l'état, ou si 13 réserves s'appliqueront à une loi que personne n'aura réécrite. Merci Solange. Un texte de loi, on peut au moins le lire et le compter. Il existe des institutions dont on ne mesure la force qu'au moment où elles disent elles-mêmes ne plus l'avoir. Paul Nsapou préside la Commission nationale des droits de l'homme depuis sa nomination en février 2023. Militant des droits humains de longue date, il s'est exprimé hier, 31 juillet, dans un entretien télévisé, et il y a lâché une phrase que peu de responsables d'institutions acceptent de prononcer en public. Il déclare que le statut international de la Commission est aujourd'hui remis en question, et il qualifie lui-même la situation de carton jaune. Il faut comprendre ce que cela recouvre. Chaque État membre des Nations Unies doit disposer d'une institution nationale des droits de l'homme accréditée selon les principes de Paris. C'est elle qui alerte, c'est elle qui produit les rapports que les organes internationaux consultent. Et c'est son rapport qu'on met en regard de celui du gouvernement quand un État vient vendre des comptes à Genève. Une rétrogradation de ce statut, ce n'est pas une question d'affichage. C'est une voix congolaise qui pèse moins là où se décide la manière dont le monde parle de notre pays. La cause qu'il avance est budgétaire et elle est frontale. La Commission émarge au budget de l'État et n'obtient pas les moyens de son mandat. Il constate que le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, mieux doté,
produit davantage de rapports et occupe le terrain qu'elle ne peut plus tenir. Et que les délégations d'autres pays sont présentes à Genève quand la nôtre ne l'est pas. Ni montant budgétaire, ni échéance de décision sur le statut n'ont été rendus publics. Il faut dire aussi ce que cet entretien contient d'autre. Aung San Suu y porte des appréciations politiques nettes, qualifiant le chef de l'État de fin stratège et une large part de l'opposition d'opportunistes. Ce sont des opinions, et elles émanent du président d'une institution dont le mandat, tel que le définissent les principes de Paris, est de conseiller le gouvernement en toute indépendance. Nous les rapportons sans les faire nôtres. Il y a aussi ce que cette commission fait et que nos concitoyens ignorent largement. Elle ne dépend d'aucun ministère. Elle reçoit directement les plaintes et les demandes d'intervention des citoyens, y compris sur des conflits du travail, et elle produit des rapports d'évaluation sur les autres institutions publiques. Aung San Suu cite nommément la Commission électorale nationale indépendante et le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Autrement dit, l'institution qui dit manquer de moyens est aussi celle qui a mandat d'examiner la manière dont la centrale électorale appliquera la loi, au moment précis où c'est une loi référendaire qui est en jeu. Reste ce que la Commission annonce et qui n'est pas rien. Elle dit avoir obtenu des libérations, avoir visité des détenus, avoir demandé le raccourcissement de la phase préjuridictionnelle pour que les dossiers rejoignent plus vite les juges naturels. Et elle annonce préparer un rapport sur les territoires occupés de l'Est, qu'elle entend publier avec ce qu'elle appelle la chaîne de responsabilité, et dont elle compare l'ambition au rapport Mapping. Aucune date de publication n'est avancée. On attend d'une institution des droits de l'homme qu'elle dérange. Celle-ci annonce un rapport qui nommera des responsables à l'Est, et elle l'annonce le jour même où elle dit ne plus avoir les moyens de le porter jusqu'à Genève. De Genève à New York, c'est la même question qui se pose autrement. Qui porte notre voix et jusqu'où elle est entendue? Jeudi 30 juillet, à huis clos, 15 ambassadeurs ont glissé un bulletin dans une urne pour désigner le prochain secrétaire général des Nations Unies. La séance était présidée par un Congolais, Zenon Mukongo Ngai, notre ambassadeur et représentant permanent de la République démocratique du Congo, achevait alors le mois de présidence tournante que notre pays a rendu hier au Danemark. 7 candidatures sont en lice pour succéder à Antonio Guterres, dont le second mandat s'achève le 31 décembre. Michelle Bachelet, Maria Fernanda Espinosa, Raphaël Grossi, Rebecca Greenspan, Caroline Rodriguez-Birkett, l'ancien président sénégalais Macky Sall et l'Ougandais Olara Otono. 4 femmes, 3 hommes, 2 Africains. Les 15 membres du Conseil se prononcent par bulletin secret sur chaque nom, avec 3 mentions possibles: encouragé, découragé ou sans opinion. Il faudra 9 voix et aucun veto d'un membre permanent. Zenon Mukongo a refusé de publier les résultats devant la presse, expliquant que la confidentialité protège le processus de la spéculation. La règle a été appliquée et elle ne vient pas de lui. Les résultats ont pourtant circulé publiquement dans l'heure. Il le raconte lui-même dans un entretien accordé hier, avant même qu'il n'ait quitté le bureau de la présidente de l'Assemblée générale, où il venait rendre compte comme le règlement l'exige. Les chiffres étaient en ligne, et c'est un collègue à qui il avait opposé la confidentialité qui les lui a renvoyés. Interrogé sur le point de savoir si la diplomatie congolaise a œuvré à faire émerger une candidature africaine, il répond que ce sont des secrets d'État et qu'il n'a pas instruction de les dévoiler. Notre pays a présidé le premier vote sur le prochain secrétaire général des Nations Unies. 2 Africains figuraient sur le bulletin, et il ne dit pas s'il les a soutenus. Cela nous concerne directement, et voici pourquoi. Celui ou celle qui prendra la tête des Nations Unies héritera du dossier congolais. Zenon Mukongo rappelle que la résolution 2773 demande le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais sans condition, et que le suivi qu'il attend du Conseil, c'est simplement son application. Il indique que le mandat de la MONUSCO sera renouvelé en décembre, et que le travail porte sur le renforcement de la mission et des mécanismes de vérification qui commencent à descendre sur le terrain. Il annonce enfin une déclaration présidentielle du Conseil sur la gouvernance des ressources naturelles,
qui reste à soumettre à la négociation et un débat en marge de la 81e session de l'Assemblée générale. 2 textes attendus, aucune date. Et il livre sur le Conseil lui-même. Un constat que peu de diplomates formulent aussi sèchement. On y parle beaucoup et on y résout peu, parce que ceux qui font les guerres sont parfois ceux qui siègent. Le prochain tour de scrutin se jouera sous un autre marteau, au mois d'août, à l'initiative du Danemark. Celui ou celle qui l'emportera héritera d'un dossier congolais que ce Conseil décrit mieux qu'il ne le règle. Voilà ce que ce samedi laisse à notre pays. À Kanyama-Kasese, dans le Haut-Lomami, le chef de l'État a demandé qu'on lui dresse enfin la liste de ce que l'État finance dans les champs, pendant que le programme national de substitution des importations vise les colis de fin d'année des fonctionnaires, et que l'investissement agricole inscrit au budget 2026 tient sur 1,97%. À Kinshasa, 4 jours après l'arrêt du 28 juillet, 13 réserves d'interprétation pèsent sur 43 articles. Le délai de promulgation court et ni la Cour ni la présidence n'ont dit qui corrige. C'est la même mécanique dans les 2 cas. La décision est prise, l'exécution n'est écrite nulle part. Alors laissez-moi vous laisser sur ceci. Une nation ne perd pas d'abord ses richesses. Elle perd d'abord la mémoire de ce qu'elle en a fait. Ce qui n'est écrit nulle part finit toujours par n'avoir jamais existé. Et un peuple qui oublie le compte de ses propres efforts recommence chaque saison le travail de la saison précédente en croyant chaque fois commencer. Que Dieu bénisse notre pays et que la sagesse accompagne celles et ceux qui décident en son nom. C'était Ilunga pour Inside News RDC. Je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne continuation. N'oubliez jamais, les faits d'abord et toujours.